cher Moussa Camara, c'est à vous. Merci Olivier pour cette introduction. Bonsoir à tous. Merci, je remercie pour votre accueil CMA, le groupe CMA-CGM, Monsieur le Président Rodolphe Saadé, Madame Tania Saadé, Véronique, Madame la maire. On s'est vu il y a même pas un mois et on est très, très heureux. Moi, je sais qu'on est en fin de journée et qu'on a passé, souvent dans les journées comme ça, on a passé des moments où c'était intense. Et moi, je vais vous parler un peu de moi. Ça va être assez simple, pas institutionnel, pas formel. Mais j'espère qu'à la fin de cette soirée, on repartira boosté avec beaucoup d'énergie. Moi, je suis un entrepreneur. Je me définis comme un entrepreneur engagé. Hyper important parce que il y a plus de 20 ans, j'ai eu la chance de créer ma première entreprise. Je suis né dans une banlieue parisienne à Cergy-Pontoise. Mes parents sont originaires du Mali. Ils sont arrivés en France. Ils ne parlaient pas la langue. Ils ont beaucoup travaillé. Mais ce qu'ils nous ont inculqué, c'est les valeurs de travail et surtout de la dignité. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que famille de 8 enfants, on n'avait pas forcément tous les moyens, on avait des rêves, mais ce n'était pas c'était pas forcément possible parce que la vie qu'on menait, elle était entre beaucoup de travail, des parents qui faisaient tout pour qu'on manque de rien, mais en même temps, l'espérance de pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai qu'autour de moi, je ne voyais pas forcément d'exemple de réussite. Et on me disait souvent que dans les quartiers, il y a du talent. Et moi, ce que je constatais, c'est qu'il y avait du talent, mais il n'y avait pas les opportunités en face. Et l'objectif, pour moi, ça a toujours été, je me posais la question, comment à mon échelle, je peux agir pour essayer d'améliorer ces conditions de vie de milliers d'habitants qui sont dans nos quartiers et que ça a commencé par ma ville. Donc je me suis engagé très tôt en 2007 quand j'ai eu l'opportunité de créer ma première entreprise. Alors j'y connaissais pas du tout le monde d'entrepreneuriat, j'avais pas forcément de réseau économique, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais moi ce que j'ai toujours eu depuis tout petit, j'avais cette envie de m'intéresser aux autres, de sortir de cette capacité à avoir beaucoup d'énergie pour être déterminé, pour aller au bout d'un projet. Et ça m'a beaucoup aidé parce que le jour où je rencontre un jeune entrepreneur qui connectait des box Internet chez les clients, en fait, quand je lui pose la question de est-ce qu'il recrute, à la base, j'étais parti chercher un emploi et je me retrouve avec le numéro du responsable de cette entreprise qui me donne rendez-vous à Paris 15e à 7 heures du matin autour d'un café. Et moi, j'habite en banlieue parisienne, il fallait prendre le train pour y aller, pour s'y rendre. Et j'avais beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce rendez-vous. Et quand j'arrive à mon rendez-vous, je parle avec ce responsable, je lui explique ma motivation, mon envie de vouloir travailler, cette énergie que j'avais pour pouvoir m'en sortir et tout. Et pour moi, ça devait être une clé qui devait avoir une réponse parce que si je obtenais un travail, ça changeait ma vie totalement. Et finalement, quand je fais cet entretien, il me dit, moi, je ne recherche pas du tout des personnes à recruter, j'ai déjà l'effectif complet, mais par contre, je cherche des entrepreneurs, des gens à qui on peut confier un contrat et qui peuvent derrière répondre présent. Et moi, quand il me pose cette question, je lui dis non, moi je ne suis pas entrepreneur, je ne sais même pas comment créer une entreprise et j'ai personne autour de moi. Donc pour moi, cette opportunité se transforme en déception. Et en retournant dans ma ville, je rencontre un groupe d'amis et je leur explique un peu mon entretien, un peu de manière décevante, qui ne s'était pas très bien passé. Et du coup, ils me disent, mais attends, t'as le plus dur. Généralement, les gens, ils créent des entreprises et ils vont chercher les contrats. Toi, tu as un contrat avant même de créer l'entreprise. Et créer une entreprise, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, mais c'était pas aussi compliqué. Et du coup, je fais les démarches pendant un mois. Et je vais aller chercher au tribunal pour aller faire mon cabis. Je fais l'apparition au journal officiel. J'ai 1 000 € d'économie que je dépose en capital. Et j'arrive au bout d'un mois pour aller, vous savez, une fois que le cabis est là, mon compte en banque est ouvert pour aller voir ce responsable de cette entreprise. Et le jour où j'arrive, le lendemain, il s'était fait virer par la direction. Donc, je me suis. Et j'arrive, je dis voilà, j'avais rendez-vous avec monsieur Soulage à l'époque. Et on me dit, qu'est-ce qu'il t'a dit et tout. Il n'est plus là, il s'est fait virer. Là, on organise toute l'équipe. C'est un peu la crise. Repasse nous voir plus tard et tout. Et moi, je revois dans le fil de ma tête tout le mois que j'avais passé à aller chercher pour faire en sorte que cette entreprise puisse naître.
Et en partant, je fais demi-tour. Je dis non, je ne suis pas venu jusqu'ici, je n'ai pas fait ça pendant un mois pour pouvoir repartir les mains dans les poches. Et je dis non, j'y vais. Je toque à la porte et il me dit oui, je dis moi je suis prêt à travailler, j'ai envie, j'ai la volonté, j'ai créé la boîte, je suis prêt. Demain, envoyez-moi avec un technicien et vous allez voir que je fais l'affaire. Et du coup, le responsable qui était en intérim me dit ok, bah, vous savez déjà travailler dans les télécoms et dans l'informatique? Je dis non. Et il me dit, OK, bah, demain, appelez tel technicien, vous allez avec lui et pendant 3 jours, il va vous former. Et pendant 3 jours, j'ai passé à essayer de comprendre un métier que je n'avais jamais fait. Et finalement, à force de vouloir, j'ai appris et j'ai obtenu mon premier contrat comme ça. Et je suis devenu chef d'entreprise à 21 ans, sans connaître le monde de l'entrepreneuriat, sans connaître les télécoms et sans connaître l'informatique. Et pour moi, quand je raconte cette histoire, ça montre en fait que finalement tout est possible. Quand vous avez la volonté de vouloir porter un projet, même si vous n'avez pas les réseaux, même si vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'avez pas forcément les compétences qu'il faut, bah, il faut provoquer ces opportunités pour pouvoir y réussir. Et ça a été une grande leçon dans mon parcours parce que très tôt, au même moment où j'ai créé ma première entreprise, j'ai créé aussi une association locale parce qu'il fallait agir pour les autres. Et je me suis dit que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne vais pas attendre que j'ai 80 ans pour pouvoir redonner. Pendant que je suis jeune, j'ai l'énergie, j'ai la foi. Et je me suis dit que ma réussite, elle devait être collective. Parce qu'en vérité, souvent on parle de réussite, la réussite des parcours individuels, et nous, c'est ce qu'on fait quotidiennement chez les déterminés. Mais en réalité, cette réussite individuelle, elle n'est pas complète tant qu'elle n'est pas collective. Et moi, j'avais quelque chose en tête qui était hyper important, c'était de me dire que j'ai créé cette entreprise. Bah, grâce à cette entreprise, je vais aussi créer de l'emploi pour toutes celles et ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux. Et derrière, j'ai réussi à créer une dizaine d'emplois. J'étais jeune, je ne savais pas comment manager, j'ai fait quelques erreurs, mais l'apprentissage de terrain a été tellement formateur que ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans cette boîte. Et quelques années plus tard, je suis devenu l'un des meilleurs techniciens euh, informatiques et télécoms de Paris. Et on ne me donnait que les clients VIP. Et là, je découvre un autre monde. J'arrive chez des personnalités politiques de premier plan. Je répare Internet. J'arrive chez des stars, des méga stars, parfois même américaines, ou des personnalités, des responsables économiques. Et je gérais tous ces clients en quelques années parce que, et pourtant, j'ai commencé, je ne connaissais rien du tout. Et ça, en fait, et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, en fait, finalement, que on n'est pas cloisonné dans nos lieux et dans les territoires, on doit aller beaucoup plus loin. Et en fait, à côté de ça, j'étais engagé au niveau associatif, j'avais mon entreprise, et un jour, je rencontre une organisation, un acteur américain qui me propose de venir aux US. Et moi, les États-Unis, je ne connaissais pas du tout, ce n'était pas quelque chose qui me faisait rêver. Et finalement, je décide d'y aller. Et je vais là-bas pendant 3 mois, en 2011, et j'ai la chance de faire un stage dans une grande fondation. C'était une fondation qui avait plus de 100 ans, qui formait des leaders à travers le monde. Et surtout, en fait, c'était l'une des fondations qui avait ramené le père à Obama aux États-Unis. Et du coup, moi, j'arrive dans cette fondation et la journée, je suis avec des chefs d'entreprise, je suis avec des gens qui sont engagés et on parle de business, on parle de cash, on va lever des fonds, on rencontre des chefs d'entreprise de premier plan américains, on va au Capitole, je suis invité à la Maison-Blanche, je suis reçu par l'ambassadeur de France et je découvre un nouveau monde. Et en fait, le soir, ils me ramenaient avec eux dans les quartiers, dans les ghettos de Washington les plus difficiles. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, ça m'a marqué parce que j'étais du beau côté de l'Amérique et je faisais tout ce que je pouvais et je rencontrais tous les gens que j'avais envie de rencontrer. Et le soir, on allait auprès des populations les plus fragiles à 10, 15, 20 minutes de la Maison-Blanche en voiture. Et en fait, j'étais traumatisé parce que moi qui pensais qu'en France, on avait les quartiers les plus compliqués, les territoires les plus difficiles, et en arrivant là-bas, je me suis dit, bon, comment on peut, dans la première puissance mondiale, avoir des gens qui sont totalement laissés à l'abandon. Et là-bas, ce n'est pas l'État qui intervenait. C'était la générosité de quelques philanthropes, des entreprises qui étaient là, qui investissaient dans des programmes sociaux, qui permettaient à des populations de pouvoir s'émanciper. Et pourtant, les chances et les espoirs
de réussite de ces populations était quasi nul, pour pas dire à zéro. Parce que, en fait, les États-Unis, il y a deux mondes. Soit on est du bon côté de la barrière et on a toutes les chances de pouvoir réussir, soit on est du mauvais côté et on n'a aucune chance de s'en sortir. Et en voyant ça, le recul que j'ai eu, je me suis dit, en fait, finalement, même dans les pires quartiers en France, on n'est pas forcément arrivé à ce niveau-là. C'est vrai que c'est dur, il y a de la précarité, il y a des familles qui souffrent, il y a des jeunes qui n'arrivent pas forcément à réussir leur destin et tout, mais en vérité, on garde toujours la tête et on a toujours un peu d'espoir de se dire que finalement, on peut y arriver, on peut réussir. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, en vrai, moi, j'ai mon entreprise d'un côté, j'ai mon association locale de l'autre, mais j'ai envie de faire quelque chose qui soit beaucoup plus puissant que ce que j'ai fait auparavant. Et c'était comment on intègre la question économique dans les territoires les plus éloignés, dans les territoires les plus éloignés. Et pour moi, c'était quelque chose qui était hyper important. Moi, j'ai été entrepreneur. Je me suis dit, je n'ai pas eu la chance d'être accompagné, d'avoir un réseau de départ, de me structurer, d'avoir les moyens financiers pour développer ma boîte. Bah, je me suis dit, peut-être qu'autour de moi, je voyais plein de jeunes filles, des jeunes hommes qui avaient envie de pouvoir entreprendre, mais qui ne savaient pas par où commencer. Et je veux développer ce projet-là en disant que je vais permettre de faire en sorte de créer une génération d'entrepreneurs qui vont qui vont sortir de nos territoires, qui vont pouvoir porter des projets ambitieux et qui vont avoir des ambitions qui peuvent être locales avec de l'économie réelle et ou des ambitions beaucoup plus nationales, voire internationales, et qui vont porter des projets à impact et qui vont développer des business, qui vont créer de la valeur, qui vont créer des emplois, qui vont créer de la richesse et qui vont sortir nos territoires des conditions sociales dans lesquelles ils vivent. Donc c'était une autre approche. Et quand j'ai voulu faire ça dans ma ville, on m'a dit attention, vous allez financiariser les banlieues, vous allez être à côté de ceux qui font des choses pour le capitalisme et tout, etc. Et moi, je leur dis non, c'est pas du tout cette approche-là. Et au contraire, qu'est-ce que vous voulez pour ces jeunes? Moi, je suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir entrepreneur et tout le monde a vocation. Moi, je respecte ceux qui veulent pas le devenir. Mais en tout cas, ceux qui ont cette volonté, qui ont cette envie, il faut qu'on leur donne les moyens et les clés de pouvoir réussir. Donc, j'arrive en France, je connais pas du tout, je suis pas du tout connecté à l'écosystème économique. J'ai certes mon entreprise d'à côté, mais je veux essayer de porter ce projet déterminé. Et à ce moment-là, je fais une rencontre, encore une fois. Et moi, je le dis souvent dans mon parcours et souvent quand les jeunes me regardent et ils me disent « Ouais, comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as réussi à constituer un réseau ?» Moi, je leur dis toujours que je ne suis pas un génie, je ne me suis pas fait tout seul, je suis le fruit de rencontres des gens qui m'ont fait confiance. Et moi, la confiance, pour moi, elle est hyper importante. Quand on me fait confiance, ma seule obsession, c'est d'être à la hauteur de la confiance qu'on me donne. Parce que je me suis toujours dit que peut-être qu'il y a certains qui ont essayé de faire confiance à des jeunes, à des organisations, à des personnes, et souvent ils ont trahi cette confiance et ils ont plus voulu faire confiance aux autres. Et du coup, moi, en tant qu'acteur, qui avait pour but aussi de redonner une image positive des jeunes issus de nos territoires, c'était d'être tout le temps à la hauteur de la confiance. Et quand j'arrive un jour pour développer ce projet-là, je rencontre à l'époque Pierre Gattaz, qui était le président du MEDEF, et je vais le voir, je suis invité au vœu du Sénat et tout, etc. Et je discute avec lui de mon projet. Il me pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis entrepreneur. Et là, je reviens des US. Et j'ai un projet parce que je veux développer l'économie dans les banlieues, dans les territoires, partout où je peux le faire. Il faut que je puisse le faire. Mais par contre, je n'ai pas le réseau économique. J'ai la volonté, j'ai la motivation, mais je n'ai pas le réseau économique. Il m'a dit, moi, je ne connais pas très bien les territoires et les quartiers populaires. Par contre, j'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition pour t'aider à développer ton projet. Et à partir de ce moment-là, il m'ouvre quelques portes, je rencontre des chefs d'entreprise qui nous font confiance et je développe le projet. L'objectif, c'était de créer des ponts et des passerelles entre le monde économique et ses entrepreneurs. Et les déterminés naissent un peu comme ça. Et aujourd'hui, en 10 ans, c'est plus de 2700 entrepreneurs qu'on a accompagnés dans toute la France. On est dans plus de 25 villes en France. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de chiffres d'affaires cumulés de toutes les entreprises qu'on a accompagnées sur le territoire. Et Marseille en fait partie parce que depuis 5 ans, on est implanté ici. Cette ville était un enjeu hyper important. Moi, en tant que jeune issu de la banlieue parisienne qui arrive à Marseille, qui doit se connecter avec tout l'écosystème, ça n'a pas été simple. On a pu compter sur des gens qui nous ont ouvert la porte.
Je pense à Maxime Kinard qui est présent avec l'OM et Mamadou et Fala et toute l'équipe d'Alaoui que je vois ici, que je salue au passage, qui nous ont permis de pouvoir ouvrir des portes ici. Et depuis 5 ans, c'est plus de 700 personnes qu'on a accompagnées sur le territoire. On a développé des programmes d'employabilité aussi parce que l'entrepreneuriat, ça a été une porte, mais l'employabilité aussi, parce qu'il y avait toutes ces entreprises avec lesquelles on discutait, qui avaient des besoins de recrutement ou même qui voulaient recruter des jeunes, mais qui ne savaient pas comment faire. Et souvent, il y a des a priori, on a tous des a priori les uns des autres, et il faut aller au-delà des a priori. Parce que quand on arrive à aller au-delà de ces a priori, on arrive à construire des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais des jeunes motivés qui ne trouvaient pas des opportunités d'emploi. Et en face, j'avais des entreprises qui étaient prêtes à faire confiance à ces jeunes, mais qui ne savaient pas comment forcément les attirer. Donc, on a créé un programme d'employabilité. Vanessa, qui est le pilote, qui est présent dans la salle, que je salue, pour pouvoir aller chercher ces jeunes, les préparer à l'emploi, les entreprises les forment au métier et les recrutent en CDI, parcours d'évolution de carrière, dans les métiers de l'hôtellerie, dans l'intelligence artificielle, dans le transport, dans tout ce qui est restauration, industrie, communication, publicité. Et ça, aujourd'hui, ça représente plus d'1 millier de jeunes qu'on a remis à l'emploi à côté de tout ça. Tout ça pour vous dire que finalement, nous, ce qu'on fait, c'est que l'économie, c'est un outil pour nous, pour faire en sorte qu'on arrive à reconnecter. Aujourd'hui, on est dans une société qui, parfois, elle peut être fracturée. On a besoin de retrouver une société apaisée. Et moi, je pense que comment on arrive à le faire? Il y a l'accompagnement des plus jeunes, des publics les plus jeunes, qui sont parfois dans des écoles où, à côté de l'école, ils n'ont pas forcément l'accompagnement nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur ce sujet, notamment ici à Marseille. Et après, il y a la question économique de l'émancipation des populations. Et moi, pour moi, le travail en fait partie. L'entrepreneuriat en fait partie. On essaye souvent d'opposer le travail, les entrepreneurs, les salariés, les entreprises, etc. Mais moi, je pense que c'est avec toutes les parties prenantes autour de la table qu'on arrive à trouver des solutions. Alors nous, on le fait à une petite échelle, qui est la nôtre. Aujourd'hui, en 10 ans, on a réussi à faire tout ça. Ça a été beaucoup un travail d'investissement, d'engagement sur le terrain, de faire comprendre aux jeunes que c'était possible, de mobiliser les entreprises à côté de nous, la force publique notamment, qui nous ont aussi beaucoup poussés. Et quand on arrive à faire confiance à la jeunesse, on n'est jamais déçu. Ça fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des dirigeants d'entreprise, il y a je sais qu'il y a des responsables associatifs, et je sais que le travail qu'on mène n'est pas forcément tout le temps facile. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas facile qu'il faut baisser les bras et qu'il faut lâcher. Au contraire, je pense que si on veut retrouver une société apaisée, une société dans laquelle, au lieu de se confronter, on réfléchit plus à comment on va essayer de faire en sorte que notre pays tire vers le haut, parce que c'est ça le sujet, bah, il faut qu'on arrive à, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village, il faut que chacun puisse, à son niveau, s'engager. Moi, à mon niveau et avec mes équipes, on le fait quotidiennement. Et je sais que finalement, ce n'est pas forcément facile parce que, en réalité, en 10 ans, en plus de 10 ans, parce que depuis 2007, je suis engagé, souvent les gens ils voient le résultat. Mais il n'y a pas le travail derrière qui est assez valorisé, qui permet en fait de faire comprendre que chacun d'entre nous, à notre échelle, à notre niveau, on est en capacité d'agir. Et moi, je vais vous dire à qui je pense quand je fais tout ça. Bah, je pense au petit jeune ou à la petite fille qui est dans sa chambre et qui pense qu'elle ne peut pas y arriver. Et je dis souvent qu'en France, parfois, on a l'impression qu'il y a trop de voies de garage. Il n'y a pas assez de pistes de décollage. Et c'est à nous de changer tout ça pour faire en sorte que les générations à venir, qu'on prépare des générations beaucoup plus préparées aux défis de demain, qu'on arrive à travailler ensemble pour faire en sorte qu'il y a des résultats concrets. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on regarde les résultats de ce qu'on finance. Il y a beaucoup d'argent qui sont injectés parfois dans des politiques publiques. Et parfois, on a du mal à se projeter et à regarder les résultats. Et ce qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on met de l'argent et que ça ne marche pas. Parce qu'il faut retourner à l'humain. Il faut essayer de travailler de manière différente et aussi impliquer les vrais acteurs de terrain qui, au quotidien,
sont très présents, sont très mobilisés, mais qui manquent de soutien. Et nous, notre objectif, c'est de mettre tout ça en avant. Et c'est pour ça qu'avec les déterminés, on a développé énormément de programmes. On ouvre des lieux, on a ouvert des lieux pour pouvoir faire de l'industrie créative et culturelle. On a ouvert des lieux pour former des jeunes dans la restauration, dans la cuisine. On a fait des voyages comme la Learning Expedition aux US, parce que maintenant, on ramène des startups, les meilleures startups qu'on a dans nos programmes, on les ramène pendant plus de 10 jours aux US. On était reçus à la Maison-Blanche, on est reçus à la Silicon Valley, on est reçus dans les plus beaux endroits des US. Et en fait, quand ils reviennent ici, ils arrivent avec une autre mentalité. En réalité, le plafond de verre qu'on se met en tant que Français, bah, finalement, là-bas, il explose. Et quand ils reviennent ici, ils sont beaucoup plus performants et ils développent encore mieux leur business. Je sais que le temps passe vite, donc je vais m'arrêter là et je sais qu'il y a il y a une partie de questions-réponses. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Moussa. Je vous en prie, asseyez-vous. Hop, attention. Attention. Hop, merci à vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci pour ces premiers mots, cher Moussa Camara. On va évidemment revenir sur vos projets, sur votre parcours et puis aussi sur les initiatives que vous avez pu conduire et que vous allez conduire prochainement. J'avais une question en vous écoutant. Quelle est la phrase qui revenait le plus souvent quand les gens vous disaient non ? La phrase qui revenait le plus souvent quand les gens disaient... Chez les politiques, dans les pouvoirs publics, quand ils vous disaient c'est pas possible, parce que finalement vous nous racontez un très beau parcours où les gens ont été déterminés à s'engager, mais j'imagine qu'il y a eu des freins. Bah oui, il y a toujours des freins, ça fait partie de mon parcours. Mais moi, en vérité, j'ai eu beaucoup de noms, et surtout au début. Mais je pense que c'est important d'avoir ces noms, parce que si on m'avait dit oui tout de suite, j'aurais pas eu le même goût sur tout ce qu'on a accompli et j'aurais pensé que c'est facile. Et en réalité, moi, quand on me dit non, je préfère qu'on me dise non qu'on me dise rien. Oui ou non, je suis quelqu'un d'assez direct. Et c'est vrai que parfois, on est dans une société où on n'ose pas dire non aux gens. Donc, comme on ne dit pas non, on ne leur dit rien. Et finalement, ça, c'est la pire des choses, de laisser quelqu'un entre deux, quoi. Moi, je ne suis pas dans les entre-deux. C'est soit je dis ouais, je suis OK, je m'engage, et soit je dis non. Et c'est pour ça que j'aime quand on me dit oui ou non. C'est aussi pour ça que vous le décrivez souvent, la culture de l'effort, culture aussi de l'échec. C'est vrai que c'est nécessaire quand on est chef d'entreprise. Évidemment, on se félicite des succès, mais d'avoir un parcours où il faut prouver, il faut en suer pour obtenir les résultats escomptés. C'est hyper important. Après, moi, je suis quelqu'un qui déteste l'échec. C'est-à-dire, en réalité, quand je joue pour gagner. Après, éventuellement, il peut y avoir de l'échec. Et l'échec, comme je le dis souvent, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'anticipe et c'est ce que j'explique aux entrepreneurs. Nous, on accompagne 1 millier d'entrepreneurs par an. Et dans les entreprises qu'on accompagne, ils vont pas tous réussir. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir. Et c'est normal, c'est le destin, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Mais ce que je leur dis à la fin, c'est d'aller au bout de ce qu'ils veulent entreprendre, parce que s'ils ne vont pas au bout, ils s'arrêtent en cours. Ils ne savent pas ce qu'ils ont manqué ou ils ne savent pas ce qu'ils auront pu peut-être réussir. Et c'est pour ça que pour moi, l'échec, oui, tout le monde le dit, c'est formateur et tout, mais moi, je ne le vois pas comme quelque chose, comme un frein en fait. En réalité, c'est une continuité dans mon parcours, parce qu'on en a tous eu des échecs. C'est qu'à partir du moment qu'on se lève et qu'on essaie de faire quelque chose, on désire de faire quelque chose, il y aura forcément des erreurs qu'on va commettre, des échecs qu'on va avoir, mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. Souvent tendance, et on le lit partout, considérer que la jeunesse d'aujourd'hui, comme on dit, en 2025, elle a moins envie qu'avant. Qu'est-ce que vous constatez, en tout cas dans vos rencontres nombreuses? Qu'est-ce qu'elle veut, cette jeunesse que vous voyez dans les villes, les quartiers? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Moi, la jeunesse que je vois, c'est pas qu'elle a moins envie qu'avant, c'est elle fait différemment. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie où on disait qu'en France, on travaillait moins ou que les jeunes veulent moins travailler. Je pense que c'est pas une question. La question, elle n'est pas travailler plus ou travailler moins. Elle est travailler mieux. C'est-à-dire aujourd'hui, comment on arrive à créer les conditions pour faire en sorte qu'un jeune, quand il s'intègre dans une entreprise, il puisse trouver son épanouissement, qu'il puisse évoluer,
qui puissent, même s'ils commencent au premier niveau de qualification, mais il y a des perspectives d'évolution de carrière. Nous, les jeunes qu'on accompagne, par exemple, dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est des métiers qui ne sont pas forcément simples. Et même les parents, parfois, ils nous disent ils disent à leurs enfants de ne pas y aller. Donc, parfois, on a des jeunes qui peuvent éventuellement décrocher. Quand on va faire ce travail auprès des parents, on leur explique que tout le monde, quand on commence un travail, on commence parfois au premier niveau de qualification. Ça permet d'apprendre. Ça permet d'avoir beaucoup d'humilité parce que c'est important quand tu te retrouves tout là-haut d'un truc du jour au lendemain, tu ne comprends pas que finalement que c'est une chance parmi des gens qui depuis des années ils sont là, ils ont galéré, ils n'ont pas réussi à monter au niveau de qualification, mais ça t'apprend. Et en même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est le parcours d'évolution de carrière. On peut commencer au premier niveau de qualification, mais se former dans l'entreprise, évoluer, grandir, etc. C'est pour ça qu'il y a un vrai sujet. Sur les lycées professionnels. Aujourd'hui, quand on regarde les lycées professionnels, personne ne veut laisser ses enfants aller dans les lycées professionnels. Pourquoi c'est mal vu? Mais en réalité, dans les lycées professionnels, c'est là où les opportunités d'emploi à la sortie sont encore sont les plus. Là, il y en a plus, c'est dans les lycées professionnels que dans les lycées généraux. Quelqu'un qui va faire commerce international, il aura moins d'opportunités d'emploi que quelqu'un qui va être dans des métiers professionnels, productivité, électricité, plombier. C'est sûr qu'à la sortie, ils auront du travail. Et c'est ça qu'il faut revaloriser, que ce soit sur les métiers et notamment sur les jeunes qui veulent travailler différemment. Après, les jeunes, ils ont besoin de beaucoup de sens aujourd'hui. Ouais. On voit les sujets sur l'environnement, sur plein de sujets et tout. C'est ce qu'ils demandent. Alors, parmi les qualités que vous citez souvent, évidemment la ténacité, et c'est ça aussi chez les déterminés que vous défendez, finalement de s'accrocher. C'est ce qu'il faut aussi rappeler aux jeunes. Surtout, moi, ce que je leur rappelle par-dessus tout, c'est la discipline. Parce qu'on peut être motivé aujourd'hui, demain, on peut être moins motivé, on peut être déterminé à aller faire quelque chose. Bah, la détermination, deux fois, elle a 20%, deux fois, elle a 100%. Mais la discipline, même quand on n'est pas motivé, on se lève quand même et on y va parce qu'on est discipliné. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Moi, je fais beaucoup de sport, je cours et tout, je fais beaucoup de footing et tout, je cours beaucoup de kilomètres. Et je vous jure que parfois, j'ai pas envie d'aller. Je suis déterminé, mais j'ai pas envie d'aller. Le fait que je suis discipliné, que je me dis que j'allais aller, bah, j'y vais, je fais ma course et à la fin, je suis content parce que j'ai respecté mon engagement vis-à-vis de moi-même. Et c'est ça qui est important. Vous évoquiez les lycées professionnels. On a constaté des réformes nombreuses dans l'éducation nationale pour accompagner, par exemple, l'apprentissage, la voie professionnelle. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics aujourd'hui, parce que vous êtes ce que vous êtes, c'est-à-dire un exemple pour beaucoup de jeunes et aussi beaucoup pour de nombreux chefs d'entreprise, ont pris en compte ce que vous dites? Nous, on a des relations assez, on va dire, assez naturelles avec les pouvoirs publics parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est d'utilité publique en vérité. Même si moi, je me définis comme un entrepreneur, de faire émerger des entrepreneurs et de participer à l'effort économique du pays, mais c'est vrai que ce qu'on fait, c'est aussi politique. Et la politique, ce n'est pas forcément s'engager dans les partis, c'est aussi comment on peut améliorer la société dans laquelle on vit. Et donc, du coup, nous, on interagit avec eux, on réfléchit aussi sur la question, on est force de proposition. Nous, il y a eu pas mal de choses qu'on a réussi à faire bouger, mais ce n'est pas tout le temps facile parce que moi, je me définis comme quelqu'un de terrain et c'est vrai que ça prend énormément de temps, de passer du temps. Il y avait le ministre Lamy, qui était ministre de la Ville à l'époque, que je salue, avec qui on a eu des sujets de discussion depuis, et ça avance. Il a été à votre écoute, le ministre? Dites-le, il est là, donc on peut en parler. Il a été à l'écoute, en tout cas, des propositions qu'on lui a faites. Et ça, c'est intéressant. Quel type de propositions avez-vous fait et qu'est-ce qu'il a intégré? Je me rappelle, c'était les conseils citoyens des villes pour essayer de faire de la participation citoyenne à l'époque. Et c'était très intéressant avec Mohamed Mekmache et Marie-Hélène Baquet. Et c'est un rapport qu'on lui avait rendu dans lequel moi j'avais participé. Et c'est intéressant. Et pour une petite expérience que moi j'ai eue, j'ai participé à la demande de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, sur le projet de loi Industrie verte. Et j'ai occupé la mission en binôme avec Astrid Panosyan-Bouvet, qui est devenue ministre, sur le chantier compétences et métiers. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, les solutions sont là. Mais parfois, les postures font en sorte que même quand la solution est là, bah, on n'arrive pas à avancer parce que
Moi, on a fait au moins 80 réunions avec des syndicats de professeurs, avec comment on peut revaloriser la filière industrielle, comment rendre beaucoup plus désirable ces métiers, etc. Et tout. Et en fait, parfois, il y a un blocage parce que ça ne dépend pas. Et moi, ça m'a un peu frustré dans le sens où, moi, quand je décide de faire un projet, quand je sens qu'il y a quelque chose qui peut marcher, qui peut apporter, avec les déterminés, je ne me pose pas de questions, j'y vais et je regarde ça marche. Deux fois, ça va marcher, deux fois, ça va pas marcher. Et deux fois, il y a des bonnes solutions, il y a des bons outils, mais on n'arrive pas à aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui parfois, peuvent bloquer l'initiative de bonnes choses qui peuvent se passer dans notre pays. Monsieur le ministre, on nous en parlera forcément. Tout à l'heure, vous interviendrez évidemment. Un mot quand même, ces dernières années, ce qui a probablement évolué positivement, c'est que la question de l'emploi, des métiers, des filières, toutes ces questions se sont intégrées à l'école. Aujourd'hui, les élèves font des stages en seconde, par exemple. Dès la troisième, on arrive à leur faire faire quelques expériences d'observation dans les entreprises. Ça compte ça aussi pour faire le déclic avec l'entreprise. Ouais, ça compte, mais c'est trop tard. Parce qu'en troisième, on choisit l'orientation. De là, on veut aller. Est-ce qu'on va dans la lycée pro? Est-ce qu'on va dans la lycée général? Et en fait, on détermine en fonction de son niveau où on va. C'est-à-dire, trop longtemps, moi, quand j'étais en cours, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'allais en cours, mais je n'avais pas cette perspective de me dire je vais en cours pour trouver un travail ou pour avoir un travail. Et pour moi, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que le lien entre l'entreprise et l'école il soit fait. Je sais que certains, ils ont du mal à entendre que finalement, ce n'est pas l'idée de former des futurs salariés, mais c'est de faire en sorte que dès le plus jeune âge, on arrive à montrer, au lieu de faire des visites, c'est bien culturel, hein, je suis pour ça. Je veux qu'on fasse autant de visites dans les entreprises pour les élèves que dans les musées, même si c'est important. Parce qu'en fait, plus on est enfant, plus on arrive à matérialiser, parce qu'on a des rêves. Moi, quand j'étais plus jeune, mon rêve à moi, quand on me disait, Moussa, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Moi, je voulais devenir maçon. Pourquoi je voulais devenir maçon? Tout le monde rigolait parce que mes amis disaient, je veux devenir journaliste, footballeur, astronaute, des métiers qui font rêver, mais dans lesquels ça ne dépend pas que de toi, parce que tu peux avoir un talent, mais il y a 1000 talents à côté de toi. Mais moi, je disais que ma prof va me demander, je disais, mon rêve à moi, c'est de devenir maçon. Pourquoi je voulais devenir maçon? Parce qu'un jour, dans mon quartier, j'avais rien à faire, c'était un mercredi après-midi, et j'ai vu des maçons, ils construisaient une maison. Et je me suis assis toute l'après-midi à les regarder, jusqu'à un qui est venu me voir, il m'a expliqué son métier. Et il m'a dit, tiens, mets une brique, j'avais mis une brique, du ciment, etc. etc. Je les avais aidés dans le chantier. Mais moi, c'était ludique, mais ça m'avait marqué. Pourquoi? Parce qu'il m'avait expliqué son métier, il avait pris du temps pour moi, et j'ai découvert un métier, et toute ma vie, j'avais envie de devenir maçon. Finalement, je ne suis jamais devenu maçon. Même si vous construisez beaucoup quand même. Mais en même temps, en quelque sorte, on construit des ponts et des passerelles. Absolument. Je me rattrape là-dessus. Malgré tout, oui, vous vous rattrapez plutôt bien. Une question avant de laisser la parole, évidemment, à la salle. Il y a beaucoup de questions qui vous attendent. Peut-être une question sur les quartiers, parce que vous évoquez, évidemment, et puis les déterminés ont été aussi lancés pour faire émerger des talents des quartiers. C'est difficile encore, malgré les déterminés, malgré les associations, malgré des politiques publiques qui évidemment accompagnent, on le sait bien, et notamment ici à Marseille, de faire émerger des jeunes des quartiers. Qu'est-ce qui bloque encore, que selon vous, on devrait lever? Pour moi, ouais, ça reste difficile. En 40 ans de politique publique, il y a des choses qui se sont améliorées, pas tout. Mais moi, je dis encore une fois, on ne peut pas tout attendre de l'État. On ne peut pas tout attendre de la force publique. Il faut que chacun d'entre nous puisse participer en fait à cet effort-là. Et moi, aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus globale que les quartiers parce que je suis né à Cergy-Pontoise, on est implanté dans 25 villes en France, on est autant dans les quartiers à la Castellane, et que je salue Saïd qui est présent, mais que dans les territoires ruraux et périurbains. Là, on a une stratégie plutôt moyenne ville. Et en fait, parfois, on arrive dans des territoires où il y a des freins périphériques. Parce que quand vous habitez dans un village et qu'il n'y a pas de transport qui passe toutes les 10 minutes et que vous avez une opportunité d'emploi en centre-ville, vous n'avez pas le permis, bah ça aussi, ça vous freine. Ça vous freine à aller vers des opportunités. Quand vous êtes dans une ville moyenne qui était industrialisée et que finalement les industries sont parties et qu'il n'y a presque plus d'emplois, il n'y a pas de bassin d'emploi et qu'il faut revenir mettre une dynamique un peu plus économique, c'est
très compliqué. Et du coup, moi, je vois que la situation aujourd'hui, que ce soit celle des quartiers ou des territoires périurbains ou de certains villages et tout, etc., elle est compliquée. Mhm. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une énergie qui s'en dégage qui est assez folle et importante. Moi, ma mission, mon ambition à moi, c'est de pouvoir décloisonner tout ça et de faire en sorte que demain, on puisse avoir des rôles modèles, des success stories qui viennent de ces territoires et de ces lieux-là. C'est pour ça qu'on a lancé un fonds avec Timeform. Absolument. On ambitionne de. Mhm. On a fait un bon chemin là. En 6 mois, on a réussi à lever quelques fonds. L'objectif, c'est de lever 100 millions d'euros d'ici la fin de l'année et commencer à investir sur tous ces entreprises et ces entrepreneurs que personne n'investit, qui font du chiffre d'affaires, qui créent de l'emploi, qui sont rentables parfois et qui Mhm. n'ont jamais forcément emprunté à la banque ni levé 1 euro. Et si on arrive à les propulser, à déployer, je pense que dans les 10, 15, 20 prochaines années, on va créer les futurs CMA, CGM, j'espère. Au moins un peu à l'image, quoi. Donc, c'est un peu l'ambition qu'on se donne. Et Pour dire aussi peut-être que dans ce pays où la sinistrose s'installe quand même assez régulièrement et que personne n'est jamais content en réalité de ce qui se passe, montrer quand même qu'il y a des pépites. Et c'est ce que vous dites aussi, parce qu'on a souvent la tendance à regarder le verre ouais, à moitié vide. Ouais. Le verre à moitié plein, c'est ce que vous dites. Il y a des gens qui avancent quand même. Bah, moi, je vois plus de gens qui avancent que souvent, en plus, ça c'est assez français, c'est qu'on n'est jamais content des atouts qu'on a dans notre pays et de ce qui se passe. Moi, je suis extrêmement optimiste quand je regarde la jeunesse de notre pays et surtout dans nos territoires. Je suis extrêmement, vraiment optimiste et j'ai beaucoup d'espoir sur ce qui va se passer. C'est juste qu'à un moment donné, des initiatives comme les nôtres, il y en a de plus en plus et il faut qu'il y en a de plus en plus. Des actions, il faut qu'on arrive, des entreprises qui s'engagent. J'en vois tout le temps, de plus en plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises et je sais que Tania, avec la fondation, font un travail exceptionnel sur le territoire pour faire rayonner aussi ces talents. Et je pense que c'est cette addition qui va faire en sorte que demain, on puisse sortir vers le haut, mais il faut qu'on porte un message d'espoir, d'espérance. Il faut qu'on ait du courage, qu'on ait beaucoup d'énergie, parce que les jeunes, ils ont besoin d'entendre que ça va bien, que tout n'est pas à craindre de aller droit dans le mur, mais au contraire, qu'il y a des choses qui se passent de manière positive, qu'il y a des parcours, des gens qui parfois ont commencé avec rien du tout, ont réussi à créer des choses incroyables, et on a besoin de le dire, on a besoin d'en parler, on a besoin de le faire savoir. Parce qu'il y a certes une réalité qui est compliquée, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent, qui nous redonnent espoir euh, dans la jeunesse de notre pays. Très heureux que vous puissiez en témoigner. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Gardez le micro. Vous voulez boire un peu d'eau ? Je vous propose, cher Moussa, qu'on prenne quelques questions. Un micro va forcément circuler et je vois qu'il y a une question là-bas. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Peut-être, voilà. Bonjour Moussa. Salut Alexandre. Alexandre Pastor, fondateur de l'association Melting Pot. Moi, j'avais une question autour de l'entrepreneuriat féminin, la place de la femme aujourd'hui dans l'entreprise et dans les grandes entreprises et aussi dans l'entrepreneuriat solo. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu vois, toi, sur le terrain dans l'accompagnement de ces femmes qui se développent et ça se démocratise, mais qu'est-ce que toi, tu vois à travers le travail que tu fais avec les déterminés, les rencontres que tu fais? Moi, à travers les déterminés, moi, je constate que déjà, on a plus de 60% de femmes qu'on accompagne chez les déterminés. Donc, la présence de la femme est très, très, très présente. Et on est fiers sans en faire une publicité parce que ça doit être tout à fait normal. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça représente 23% de femmes entrepreneurs dans le paysage national. Et là, l'objectif, c'est comment on arrive à encourager beaucoup plus de femmes à entreprendre. Après, moi, je suis confronté parfois aussi à certains freins périphériques. Quand vous êtes maman solo avec 3 enfants et que vous n'avez pas de mode de garde, c'est compliqué de pouvoir euh, sortir de ça et se dire que je vais entreprendre. Les risques, parfois, pour certaines femmes, ne sont pas les mêmes. Et du coup, nous, on essaye de réfléchir à comment on peut aussi trouver des solutions qui peuvent faciliter
des femmes qui ont des super projets, qui ont de l'énergie incroyable, mais qui n'ont pas forcément la possibilité d'entreprendre parce que parfois certaines, elles ne peuvent pas. Mais au-delà de ça, quand elles rentrent chez nous, on ne regarde pas si c'est même pas une question de femmes et d'hommes. Nous, les premières qui ont créé des entreprises chez les déterminés, ce sont des femmes. Et c'est pas calculé, c'était naturel. Elles se sont senties dans un espace où les conditions étaient réunies pour qu'elles puissent se développer. Mais après, il y a un vrai travail sociétal à faire, que ce soit dans la levée de fonds, on n'est pas au rendez-vous, dans les entreprises qui sont fondées par des femmes, il n'y en a pas assez. Dans la tech aussi, il faudrait qu'on encourage un peu plus. Le travail n'est pas fini. Mais il faut que chacun puisse prendre conscience que c'est un enjeu hyper important de, 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 de travailler sur l'entrepreneuriat féminin. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont sur ces sujets-là, qui font un travail mais remarquable. Et vraiment, elles ont créé des top talents et je suis persuadé que ça va continuer. D'autres questions? Par ici. Madame, un micro ici. Je vous en prie, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, madame. Kenza Akmak, responsable de l'association Viens voir mon taf pour la ville de Marseille. Moi, j'ai une question. Donc, nous, on accompagne les jeunes de 3e pour les stages, les jeunes des quartiers populaires. La première motivation, souvent, quand ils nous parlent d'entrepreneuriat, c'est l'argent. Et comment tu pourrais aborder, toi, cette question avec des jeunes de 14 ans qui, parfois, peuvent être déçus en écoutant parfois certains discours en disant en fait, c'est pas les premières années où on a beaucoup d'argent. Et souvent, ils sont déçus et ils réfléchissent pas au projet. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, moi, quand je vois des jeunes qui me disent ouais, je veux travailler pour de l'argent, ça me bat. Je préfère qu'ils travaillent et qu'ils entreprennent pour gagner leur argent, qu'ils le fassent d'une autre manière. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis pas là à donner des freins. Moi, quand je parle à des plus jeunes que moi qui veulent entreprendre, qui veulent faire un projet, je leur dis l'argent, ça viendra à un moment ou à un autre. C'est pas le problème. C'est juste concentre-toi sur ce que tu veux faire, fais-le correctement, vise parfois même l'excellence. Je leur dis toujours de viser l'excellence. Il ne faut pas être dans l'à peu près. Toujours le meilleur. Si tu peux aller plus haut, il faut aller plus haut. Et tu verras que derrière, l'argent va arriver. Et l'argent, tu verras que quand elle va arriver, ça ne sera pas forcément ça qui va te rendre le plus heureux. C'est plutôt cette passion que tu vas mettre à travailler et l'épanouissement de construire quelque chose. Donc, il faut les écouter. Il ne faut pas leur dire « Ouais, l'argent, c'est mal. Ce que tu dis, c'est l'argent. Hein. » Non, au contraire, il faut les écouter. Il faut leur dire « Ok, c'est bien de travailler pour gagner de l'argent. Il faut en gagner. Et surtout, quand tu n'en as pas, tu en veux et tu en as besoin. » Et après, il faut revenir sur le projet. Il faut faire en sorte que, voilà, tant qu'ils sont actifs, ils ont le cerveau assez ouvert en se disant que j'ai envie de faire quelque chose, c'est le plus important. Moi, parfois, j'arrive, je parle à des plus jeunes, ils ont envie de rien du tout. Je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Rien, je sais pas, j'ai pas d'idée. J'étais à Brest, je parlais avec des jeunes, ils n'avaient pas d'idée, ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient faire. Et moi, en fait, là, j'ai pas de réponse. Et là, en fait, c'est là où il faut les prendre, il faut les mettre dans... Et c'est là qu'il faut... C'est pour ça que quand je parlais dans les écoles, il faut les ramener dans les entreprises, leur faire découvrir des métiers très tôt, parce que ça leur ouvre l'esprit. Il faut même parfois ramener les parents, parce que même les parents, parfois, ils peuvent être un frein à l'orientation des enfants, parce que, en fait, moi, je suis rentré dans une usine industrielle, c'est plus l'usine que nos parents y travaillaient, où ils se cassaient le dos, où c'était à la chaîne, etc. Aujourd'hui, il y a des robots, il y a de l'intelligence artificielle, les choses dans les entreprises industrielles, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire, c'est plus le métier que beaucoup de Français pensent que c'est encore quand on dit va travailler à l'usine. Au contraire, ça évolue. Et le fait d'aller sur le terrain, de découvrir un peu comment ça fonctionne, etc., bah, ça peut créer des vocations. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que les jeunes, plutôt quand ils ne savent pas ou même quand ils ont des idées, il faut aller directement leur montrer des cas d'école. Et je sais que le travail que vous faites avec Viens voir mon taf, il est exceptionnel parce que ça permet à des jeunes qui n'ont pas de réseau, au lieu de faire un stage au commerce de proximité, bah, ils ont des stages beaucoup plus ambitieux, on va dire, les meilleurs. Donc bravo. D'autres questions? D'autres interventions? Oui, monsieur, je vous en prie, présentez-vous. Bonsoir, je suis David Chaillère, le DRH du groupe CMA-CGM. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Vous
l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est un peu au fondement de CMA CGM. Et donc c'est une valeur très importante pour nous. Vous savez qu'on est engagé aussi pour, comme vous l'avez dit, à travers la fondation, pour accompagner les entrepreneurs ou pour accompagner vers l'emploi. On a par exemple ouvert nos stages de seconde, pas simplement aux enfants des collaborateurs, mais on est aussi allé chercher des enfants qui avaient plus de difficultés à trouver des stages. Ma question, c'est, avec votre expérience que vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux dans ce domaine-là en tant que grand groupe? Comment on peut mieux vous aider? Qu'est-ce que vous avez vu qui marchait très bien, que nous, on pourrait peut-être faire également? Ça. Moi, ce que je constate, c'est souvent les entreprises, quand ils veulent recruter, ils ont besoin des gens opérationnels tout de suite. Et souvent, quand on veut miser sur la jeunesse, bah, parfois, ils ne peuvent pas être opérationnels tout de suite, ils ne seront peut-être pas prêts. Et c'est pour ça que l'accompagnement en amont, il est hyper important. Et souvent, on veut recruter des gens tout de suite sans forcément faire l'accompagnement. C'est-à-dire, le jeune, il arrive dans une entreprise, il ne connaît pas l'environnement de l'entreprise, il n'a pas les codes de l'entreprise, il ne connaît pas forcément ses responsables hiérarchiques. Et du coup, il peut se retrouver isolé. Et même s'il avait eu l'opportunité de prendre le temps de réussir dans le métier, bah, il ne va pas prendre ce temps parce qu'il va se sentir un peu exclu. Et finalement, ils vont décrocher, ils vont arrêter. Et c'est pour ça que pour moi, les SAS de préparation à l'emploi sont hyper importants. Et c'est ça qu'il faut encourager. Nous, quand on intègre un jeune dans une entreprise, faire du recrutement, on prend un jeune, le mettre directement dans l'entreprise, ça, nous, on ne sait pas faire. Par contre, aller chercher des jeunes, parler avec les salariés de l'entreprise, pas les chefs, mais ceux qui sont au quotidien dans les niveaux de management ou dans les niveaux même parfois dans les métiers, dans les premiers niveaux de qualification, qui viennent échanger avec les jeunes sur leur métier. Déjà, premièrement, ils se sentent valorisés parce que parfois, c'est des niveaux où parfois on valorise un peu mal dans les entreprises. Du coup, ils transmettent un savoir-faire à des plus jeunes. Ça crée du lien. Le jeune, ça lui permet de comprendre l'environnement d'une entreprise, qu'il y a des codes, qu'il faut être là à l'heure, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme si on est dehors. Il y a le côté personnel, mais il y a aussi le côté professionnel. Et du coup, c'est ça qui fait en sorte qu'à la fin, quand il se tape dans la main, bah, on sait qu'il y a 99% de réussite, de chance sur le recrutement. Parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises qui aimeraient recruter, qui parfois ont des mauvaises expériences parce qu'il n'y a pas eu ce travail-là. Et parfois, les jeunes, ils ont besoin d'être préparés avant de signer leur contrat pour savoir est-ce que la mission qu'ils vont faire, ça les intéresse? Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, ça leur plaît? Est-ce que les collaborateurs avec lesquels ils vont être dans un échange et dans une proximité dans lequel ils vont être dans un cercle de confiance qui va les faire évoluer et réussir dans l'entreprise. Donc, il y a des petits outils comme ça qui font leur preuve, où il y a des résultats, mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que c'est beaucoup de temps à l'humain, mais le résultat derrière, il est garanti. Parce qu'il y a eu ce travail en amont. Et si on prenait plus de temps, on pourrait faire en sorte que demain, beaucoup de jeunes peuvent s'intégrer dans les entreprises. Aujourd'hui, je crois qu'on parle de 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire chaque année, sans formation, sans emploi, sans diplôme. Qu'est-ce qu'on en fait? Et tout ça, c'est du gâchis humain. Monsieur le ministre, l'ami. Oui, non, mais d'abord, je voudrais remercier Moussa parce que, je veux dire, son énergie, elle déborde et elle montre bien effectivement qu'il y a dans les quartiers populaires, il y en a 1200 dans le pays. Ça concerne les quartiers populaires, c'est 6 millions de personnes. Voilà, un petit peu moins de 10% de la population française. Voilà, on parle souvent des difficultés, du chômage, des délinquants, des trafiquants. La réalité des choses, c'est qu'il y a 90-95% des gens qui bossent, qu'on vit que leurs gamins réussissent, qui se battent tous les jours. Bon. Et du coup, chacun doit s'interroger en fait sur son rôle. Donc, les entreprises, la puissance publique. Moi, je sais que quand j'ai été ministre, cette question-là, elle s'est posée de comment effectivement on les aide à créer leur entreprise. Bon. La petite difficulté, c'est qu'il y avait juste personne dans l'administration de la politique de la ville chargé du développement économique. Bon. Après, il faut bousculer les images, voilà. Aussi, le mode de fonctionnement aussi. Moi, j'ai des souvenirs de discussions avec le patron de la Banque publique d'investissement qui venait d'être créé et à qui j'expliquais qu'ils ont besoin de microcrédits de 5, 10, 15 000 euros. Et il ne savait pas faire. Juste, il ne savait pas faire. Lui, il disait non, 30, 40, je peux. 10, 15, 20, je ne peux pas.
Voilà. Donc tout ça est à bousculer. Mais je crois surtout que le rôle de la puissance publique, c'est de créer des liens et des passerelles. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est que les gamins des quartiers, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de réseaux. Voilà, pas du réseau, des réseaux. Voilà. Et ça, c'est à la puissance publique de leur apporter. Et ils ont besoin de mobilité. En région parisienne, et Moussa Camara te l'expliquait tout à l'heure, bah oui, il avait son rendez-vous à 7h du matin. Mais il y a un réseau de transport qui permet d'aller de Cergy jusqu'à ce rendez-vous dans le 15e arrondissement. Ce qui n'est pas le cas à Marseille. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes moyennes. J'ai été récemment dans des quartiers nord de Bourges. Où effectivement toute l'industrie s'est écroulée. Il n'y a plus que l'industrie de défense qui ne recrute pas ces jeunes-là. Ben voilà, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de transport, et donc l'évolution et la possibilité d'agir. Donc moi, voilà, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de créer des conditions. Après, les jeunes de ces quartiers, ils savent faire. Voilà, moi, j'ai pas de... Voilà. Mais il faut qu'on soit en capacité de créer pour eux les conditions de créer son entreprise, d'aller voir un chef d'entreprise, d'avoir des stages. Voilà. Là, à la mairie de Marseille, on a commencé un plan pour qui est développer des réseaux pour avoir simplement son stage de 3e. Bon, voilà. Si on pouvait tous s'y mettre, les acteurs économiques de cette ville, pour que l'année prochaine, il y ait plusieurs milliers de jeunes qui aient leur stage de 3e et leur stage de seconde, honnêtement, on aurait fait un grand pas déjà. Moussa, peut-être voulu réagir à ce que disait le ministre. Non, mais je suis en phase. Hein. C'est une question d'opportunité et de réseau. Il faut créer ces opportunités pour ces jeunes et il faut mettre un réseau à disposition pour qu'ils puissent saisir ces opportunités. Après, moi, je suis très pragmatique dans le sens où moi, j'ai toujours dit, on n'est pas là pour faire à la place des autres, même des jeunes. Il ne faut surtout pas être dans cette posture-là. Les jeunes, ils n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main. C'est pour ça que la question de la volonté, elle est hyper importante. Moi, je suis pour la responsabilité. C'est-à-dire, il y a deux choses. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des directeurs et des responsables territoriaux. On leur donne la responsabilité, mais la responsabilité va avec l'autorité. On ne peut pas être juste responsable et pas avoir d'autorité derrière. Parce que c'est hyper important. Et les jeunes aussi, on a besoin aussi de les engager là-dessus. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour faire à votre place. Si vous avez envie, si vous êtes motivé, vous avez envie de changer votre vie et votre quotidien, c'est vous. C'est pas nous. Nous, on crée les conditions. Libre à ceux qui veulent se lever le matin et venir. Ceux qui ne veulent pas, on ne va pas aller les chercher, les tirer par la main. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de faire prendre conscience que, OK, il n'y a pas d'opportunité. Maintenant qu'on crée les opportunités, comment vous arrivez à les saisir? Parce qu'on a trop longtemps été dans une posture où on voulait faire à la place. Parfois, en voulant trop faire, on a mal fait. Et on a laissé des jeunes dans des flous qui ne sont pas forcément la bonne réaction. C'est pour ça que moi, quand je crée le programme, je l'appelle les déterminés. Déterminés, ça veut tout dire. On y va, on se lève, même quand ce n'est pas possible. La porte, elle est fermée. On passe par la fenêtre, on escalade, on y arrive, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi de rappeler un peu les choses. Et si on est dans cet état d'esprit, et ça fonctionne, moi, ça marche. Nous, les milliers de jeunes qu'on a dans ce discours-là, du gâchis, ils savent tout de suite qu'il faut qu'ils sortent. Mais ceux qui restent, ils vont jusqu'au bout et ils y arrivent. Et c'est ça qui est important. D'autres interventions. Alors ici, monsieur. Ah pardon, excusez-moi. Madame ici et monsieur, oui. Je vous ai vu. Allez-y, madame. Alors bonjour à tous, je suis Sabrina Zerdani, je suis enseignante en économie et gestion au lycée professionnel Le Châtelier à Marseille. Donc j'ai été invitée par l'équipe des Déterminés et je suis étonnée ce soir de ne pas voir d'enseignants invités et participer à cet événement pour pouvoir échanger sur ces problématiques, notamment auprès de la jeunesse marseillaise. Donc moi, je suis issue des quartiers nord de Marseille et j'ai choisi d'être enseignante pour permettre à ces jeunes des quartiers qui ont subi l'orientation et qui aujourd'hui galèrent pour trouver un emploi, pour entreprendre et autres. Et grâce à des structures telles que les Déterminés ou des associations, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, ces jeunes peuvent aujourd'hui accéder à un réseau et des dispositifs qui leur permettent d'entreprendre en grand. C'est le nom, entre autres, de l'événement que nous avons co-organisé hier au World Trade Center avec les Déterminés pour des lycéens. Et moi, dans ma dynamique au quotidien,
grâce à une pédagogie de projet, une pédagogie active, et notamment avec des partenariats divers et variés issus du tissu socio-économique marseillais, nous permettons à des élèves de lycées professionnels, du coup, d'être sensibilisés au monde professionnel en tant que salariés, enfin stagiaires, mais également en tant que futurs entrepreneurs. Car nous mettons en place au quotidien des mini-entreprises accompagnées par Entreprendre pour apprendre et les déterminés, qui permettent du coup aux élèves de découvrir tout l'environnement en tant que métapreneurs de l'écosystème entrepreneurial et salarial. Et je me dis que ces moyens qui sont injectés au quotidien auprès de certains établissements QPV devraient être généralisés. Et du coup, je me tourne vers vous pour faciliter ceci et permettre aussi à ces élèves d'accéder à des stages d'excellence. Parce que souvent, on leur ferme la porte. Et ce sont des pépites que nous avons. Et nous en avons une aujourd'hui qui est ici, qui, entre autres, travaille pour les déterminés, qui est Imen Bouchenac, et qui est mon ancien élève. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, on a besoin de votre soutien pour avancer au quotidien et permettre aux élèves d'accéder à des stages d'excellence et des possibilités pour entreprendre au sens large. Merci beaucoup, madame. Merci pour ce message important. Qu'on peut applaudir absolument. Extrêmement important. Je crois qu'il y avait une question ici, devant. Peut-être le micro peut circuler juste devant. Merci beaucoup, madame, pour le micro. Ah, mais voilà, il arrive. Vous avez 2 micros, cher Pascal Blin, pour votre message. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Pascal Blin, le directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Moussa pour ce témoignage. La semaine dernière, on a organisé une centaine d'événements sur l'égalité des chances dans la région, dont le lancement était d'ailleurs dans les locaux de la Provence. Une sociologue parisienne nous a parlé de discrimination. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur comment tu vois les choses évoluer. On a beaucoup discuté discrimination sur les origines, le sexe, le handicap, etc. Donc, comment ça évolue en France ? Elle donnait d'ailleurs le chiffre que la France perd 3 à 14% de son PIB à cause des pratiques discriminatoires du marché du travail. Donc c'est vaste, mais en tout cas volumineux. Comment on peut faire pour améliorer les choses sur ce plan-là ? Merci. Merci pour la question et je salue Pascal Blin avec qui on travaille avec France Travail. Il est déterminé. Et c'est vrai que la question de la discrimination, elle est réelle. Elle est réelle, ça bloque parfois. Et en fait, pour moi, je dis souvent que la méconnaissance des profils crée aussi cette discrimination et du coup, ça ralentit un peu notre écosystème et l'étude le démontre qui est bien faite. Après, moi, les solutions qu'on a, c'est comment on arrive à embarquer. En fait, il faut créer des task force parce que souvent, on impose. Et moi, je ne crois pas à la politique du bâton. Je suis plus dans un... Je suis peut-être rêveur, mais je suis plus dans un positionnement où il faut créer de la confiance avec les entreprises, les embarquer, faire en sorte que les profils qu'on envoie dans ces entreprises puissent être des profils de parcours d'excellence pour en fait créer de la confiance. Et ce n'est pas que ça, il y a plusieurs sujets de déblocage. Sur le sujet de la discrimination, il y a l'adresse, il y a sur les CV. Il faut qu'on arrive à évoluer sur cette question, mais on ne peut pas se priver de talents, de potentiel, à qui on ne va pas donner la chance ici, qui vont aller. Parce que, en fait, ceux qui ont la possibilité et les talents, ils partent. Ils ne restent pas ici quand ils sont discriminés parce qu'il y a un plafond de verre et tout. Et du coup, la France, elle perd des talents qui vont aux États-Unis, qui vont au Canada, qui vont au Moyen-Orient, qui vont travailler dans des entreprises, qui ont des postes de responsabilité. Et on les perd, on ne l'a pas ici en France. Mais dites-vous tout de même... Et ça, c'est un vrai sujet. C'est pareil pour l'Afrique. Nous, on l'a lancé Ancrage le 16 avril dernier au Palais du Pharaon. Il y avait plus de 4000 personnes. Il y avait des gens qui venaient avec des talents, qui expliquaient un peu leur réussite. Il y en a qui venaient avec des CV. On se dit, en 2050, un jeune sur 3 dans le monde entier, il sera africain sur le continent africain. Nous, en Europe, en général, et en France, on a des populations vieillissantes. C'est-à-dire, il y a le digital, c'est vrai que c'est bien, mais tous les métiers traditionnels de l'économie réelle, on aura besoin de jeunesse. On aura une population qui sera de plus en plus dépendante, même si on réfléchit à des choses. On peut pas continuer à réfléchir à un moment donné sur
la perte des talents et la fuite des talents qu'on a. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on arrive à créer des ponts aussi entre les continents qui sont à proximité de nous. Et aujourd'hui, la France, c'est l'un des premiers pays en Europe où il y a le plus de diaspora africaine. Il faut qu'on arrive à réfléchir à comment on peut changer un peu le mode de pensée. Et ça se fait avec les entreprises. Il y a la force publique qui a lancé des programmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de villes, notamment Marseille, qui sont engagées sur la question. Il y a des associations, et France Travail aussi, vous êtes pas mal engagés là-dessus. Mais je ne pense pas que la politique du bâton va fonctionner. Ouais. Ce n'est pas en disant aux entreprises, maintenant on va vous sanctionner, que vous allez recruter. Même s'ils le font, ça sera un double effet parce qu'ils ne seront pas en capacité d'accueillir dans les bonnes conditions ces publics-là. Et si on arrive à montrer que économiquement, c'est un levier de performance pour les entreprises, croyez-moi que demain, toutes les entreprises vont recruter des jeunes, peu importe leur lieu d'habitation et leur discrimination. Une entreprise qu'elle veut être performante. Si on arrive à démontrer qu'en recrutant des jeunes issus de toutes les diversités et que l'entreprise est encore beaucoup plus performante parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans l'entreprise, qui vont mouiller le maillot, qui vont se battre pour l'entreprise, qui vont apporter une valeur ajoutée, je pense que demain, on n'a plus ces sujets de discrimination. Est-ce que notre problème en France, quand même, c'est qu'on nie, on minore la question des discriminations? Pascal Blain le rappelait, on a fait un très bel événement la semaine dernière à la Provence avec une centaine de chefs d'entreprise, d'associations et d'institutions. Est-ce que ce n'est pas notre sujet? On a un peu tendance à minorer qu'il y a une vraie réalité et discriminante sur bien des jeunes, bien des profils en France. Et donc, il y a besoin aussi d'éveiller à ça et de rappeler les messages. Bien sûr qu'elle est réelle. Elle n'est pas à minorer, c'est une réalité. C'est ce que je dis et tout. Mais moi, c'est dans la méthode où... Je suis dans une méthode où, à un moment donné, on n'est pas là pour quémander ou quoi que ce soit. Si l'entreprise ne veut pas recruter parce que vous ne correspondez pas aux standards de l'entreprise, ce n'est pas grave. On va montrer qu'on est performant, on va montrer qu'on peut apporter cette valeur, quoi qu'il arrive, à d'autres entreprises qui seront en capacité de s'ouvrir. Et en fait, les entreprises qui ne vont pas forcément faire ce pas-là vont se rendre compte qu'elles sont moins performantes, qu'elles sont moins ancrées dans la réalité de la société dans laquelle on vit. Et du coup, ce n'est pas gagnant. Donc, il faut prendre le bout de l'autre sens. C'est important de montrer ce qui va et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais en même temps, dans l'action, il faut être dans un état d'esprit beaucoup plus, on va dire, opérationnel. Et l'opérationnel, c'est de monter les publics dont on parle, d'être beaucoup plus performant et quali et de toujours essayer de faire en sorte que ceux qui rentrent au lieu qu'on perd des talents à l'étranger, qu'on arrive à les recruter ici, qu'ils arrivent à exploser ce plafond de verre qui parfois peut bloquer des ambitions. Allez, peut-être une dernière question, alors, deux dernières questions. Monsieur là-bas, je vous ai vu, et monsieur aussi devant. Allez-y, monsieur. Bonjour Moussa, merci beaucoup pour ce témoignage hyper inspirant. Merci. Augustin Pochot du festival à la Bonne Mère. Donc, c'est un festival de théâtre qui amène le meilleur du théâtre à Notre-Dame-de-la-Garde une fois par an. Et donc, on va accueillir cette année plus de 5500 personnes. Et on se rend compte que notre événement culturel, en fait, devient catalyseur du territoire, où on va faire se rencontrer des associations, des institutions, des collectivités et aussi des sociétés privées. On est incubé cette année par la Fondation CMA. Et on se rend compte que notre événement, donc c'est un festival solidaire, on réserve 10% de nos places pour les associations et les publics dits empêchés aujourd'hui. Mais on aimerait aller plus loin. Et est-ce que vous avez identifié les événements culturels ou la culture en soi comme un vecteur de pont, comme vous le disiez tout à l'heure, pour faire du réseau et faire se rencontrer des personnes qui, d'habitude, ne se parlent pas? Merci. Merci, monsieur. Oui, en effet, déjà, bravo pour l'initiative que vous portez, et notamment tous les sujets autour de la culture qui sont hyper importants, parce qu'aujourd'hui, l'accès à la culture, pour encore certains, reste encore compliqué. Et nous, c'est pour ça qu'on a développé avec le ministère de la Culture le projet de la relève qui permet de former les futurs directeurs et directrices du spectacle vivant, des arts visuels, etc. Et on a fait un bel événement la semaine dernière à la Belle Friche de Mai, où il y avait plus de 300 ou 400 personnes. Hein. Je sais qu'Ismaël, avec Boumaillé, Action Boumaillé, était présent. Je sais que Vanessa a fait un travail exceptionnel. Et en fait, l'objectif, c'est on a sélectionné 100 jeunes qu'on va former pendant 2 ans avec Sciences Po, le ministère de la Culture et nous, pour que dans le pool de nomination de théâtre, de spectacle vivant, on puisse nommer des gens à des responsabilités dans tout ce renouvellement.
Parce que c'est vrai que le pool de renouvellement, parfois, c'est un peu un entre-soi, personne à un certain âge. Et du coup, il manque de la jeunesse, il manque de la vivacité. Et souvent, un théâtre, c'est comme une entreprise, hein, pour faire vivre ou un spectacle ou un festival. Il faut des gens motivés qui trouvent des partenaires, qui savent manager une équipe, qui savent aussi développer une belle programmation pour attirer du public. Et voilà, et en fait, pendant 2 ans, on les accompagne, on accompagne une centaine de jeunes là-dessus. Et pour moi, la culture, ça reste un pont. Et on peut attirer parce qu'il y a énormément de jeunes et des associations qui sont intéressés sur ces sujets-là. Il faut juste communiquer, mais je pense qu'on va se voir pour voir comment on peut mieux travailler avec les équipes localement et comment on peut booster aussi le festival à notre niveau. Donc top, on se revoit après. C'est l'objet, en effet, de cet échange. Ici, une question, deuxième rang. Monsieur, c'est à vous. Présentez-vous, je vous en prie. Bonsoir. Alors, je connais Moussa, Fabrice Greffet, les entreprises s'engagent. Alors, vous êtes déterminés, nous, on est engagés, on est quelques-uns à y croire. Je crois aujourd'hui, c'est 130 000 entreprises qui ont décidé de travailler sur un monde durable et puis travailler sur l'inclusion, la discrimination, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est important. Je voulais avoir ton regard, comme Pascal a posé la question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises ont un petit peu évolué depuis que tu as lancé les déterminés? Parce que, 120 000 entreprises, c'est encore pas toutes les entreprises qui y travaillent. Et on est persuadé, en réalité, que l'inclusion, ça reste un outil de performance, parce que l'entreprise, c'est avant tout un lieu de performance. Et justement, tu l'as dit, c'est une richesse. Et il faut justement qu'il y ait des réunions comme ce soir pour se mettre tous autour de la table. On a peut-être trop de choses. Je veux dire que je vois Mme le maire, quand je rappelle qu'il y a 470 associations autour de l'emploi à Marseille, chacun travaillant bien dans son coin, dans son petit coin. Et c'est vrai que tous ensemble, le aller vers, c'est important. C'est ce qu'on a fait avec beaucoup d'associations. Mais le travailler ensemble, ça sera encore plus précieux. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Et tu fais partie de ceux qui jouent ces rôles. Merci monsieur. Merci. Moussa, vas-y. Non, mais moi je suis d'accord avec Fabrice sur le fait de fédérer les initiatives ensemble pour être beaucoup plus fort dans cette dynamique. Mais après, il y a il y a les initiatives qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de structurer. Il y a celles qui parfois ont un peu moins de moyens, qui eux, tous les jours, elles jouent leur survie et elles n'ont peut-être pas encore... on va dire, le réflexe de pouvoir travailler en commun parce qu'elles sont quotidiennement auprès des publics qu'elles s'occupent avec les peu de moyens qu'elles ont. Et du coup, ouais, il y a un vrai sujet. Moi, je vois qu'il y a une belle évolution. En 10 ans avec les déterminés, en 20 ans d'engagement, j'ai vu l'évolution évoluer. Même si à l'époque, il y avait la charte de la diversité, il y avait pas mal d'initiatives qui étaient portées. Aujourd'hui, c'est vraiment ancré. Moi, je vois beaucoup d'entreprises, déjà, elles s'engagent. CMA, CGM, via la fondation, ce que vous faites et tout, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites parce que vous êtes engagés. Et il y a de plus en plus d'entreprises, plus de 120 000 qui sont engagés dans le réseau des entreprises s'engagent. Mais il y a toutes celles et ceux qui ne savent pas par où commencer, par prendre le bout. Et en fait, il faut pouvoir les accompagner parce qu'on parle beaucoup d'accompagner les jeunes, mais on oublie aussi qu'il faut aussi accompagner les entreprises sur cette question-là, qui ne sont pas toutes et prêtes et qui ne sont pas forcément armées à pouvoir répondre à ces sujets. Donc moi, je le vois dans un double standard, dans le sens où il faut autant mettre de l'accompagnement chez les jeunes, chez les publics, etc., visés, mais il faut aussi accompagner et encourager toutes les entreprises, déjà, accompagner les entreprises qui veulent ou qui ne sont pas encore sensibilisées à cette question-là, et encourager celles qui le font déjà. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et deux fois, moi, quand j'entends des discours, on est dans on oppose. Souvent, on oppose. Les entreprises ne font pas assez. Il y a de la discrimination et tout. Et c'est une réalité et c'est un fléau qu'il faut réussir à combattre au quotidien. Mais il faut aussi, tout seul, on n'y arrivera pas. Nous, force associative, on n'y arrivera pas. Pouvoir public, puissance publique, pareil. Entreprise, pareil. C'est toutes les parties prenantes autour de la table qu'on arrivera à avancer ensemble. Mais il y a une dynamique qui s'enclenche depuis plusieurs années. Il y a des choses positives, il y a des programmes qui sont là. On voit aussi des profils qui sont à des hauts niveaux de responsabilité qu'on n'aurait pas pu voir il y a 10-15 ans. C'est très peu, mais ça existe. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut encourager. Je vous avais prévenu, quand on rencontre Moussa Camara, on est un peu différent en sortant. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Ah, merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Rodolphe. Merci.